Donc non, je n'ai plus mon SLI, pour ceux qui se demandent. J'ai vendu la deuxième carte, parce que j'en avais pas tant l'utilité que ça, et en plus, ça faisait que mon boîtier était un petit peu trop surchargé, je trouvais. Je préfère les boîtiers qui sont un petit peu plus compacts, et généralement mes deux grosses cartes graphiques dans un boîtier compact fait que t'as beaucoup trop de câbles, etc. Salut à tout le monde, donc on va commencer tranquillement notre Tech Talk. Donc on a quoi? On va commencer par des téléphones. Ensuite on va aller sur du jeu vidéo. Ensuite on va aller sur du processeur, sur des cartes graphiques et après sur des news un petit peu random que j'ai trouvé qui étaient drôles, qui m'ont fait rire, etc. etc. Donc bon, il n'y a pas non plus full news, il y a des trucs qui sont assez intéressants, bien évidemment, mais il y a moins de news que la semaine dernière avec Ryzen, etc. 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 Est-ce que tu as une carte son? Oui, moi personnellement j'ai une carte son externe, mais sachez qu'une carte son externe est totalement optionnelle. Hein. Je pourrais très bien me brancher sur mon PC, j'aurais quasiment la même qualité. J'aurais la même qualité de micro, clairement, parce que sur mon micro je mets aucun traitement dans ma carte son externe. Mais par contre, j'aurais peut-être une qualité audio un petit peu moins bonne, même si bon, ça dépend surtout de ton casque. C'était mieux les célérons. Bon allez, on va commencer tranquillement avec quelques news du MWC Mobile World Conference avec, on en parlait la semaine dernière, le LG G6 qui a été officiellement annoncé. Donc on connaît également ses spécifications, son prix et ses différentes fonctionnalités. Sinon, t'as fini de jouer, on est passé à 200 personnes. Bah oui, je sais, les gens n'aiment pas quand je joue. Parce que je suis nul. C'est soit parce que je suis nul, soit parce que les jeux que je choisis sont pas suffisamment bien, hein, pour la populace que vous êtes, soit que j'ai pas de boobs, au choix. Hein. Bref, donc le LG G6. Processeur, Snapdragon 821. Donc celui qu'on retrouve sur le Galaxy S7 il me semble et sur le nouveau OnePlus 3T. Ça runnera Android 7.1. Donc jusque là ça va runner, enfin une version custom de l'OS Android 7.1. Il y aura un écran de 7 ça serait énorme, 5,7 pouces. Vous voyez que l'écran prend quand même pas mal de place la taille de l'écran est quand même assez conséquente et couvre pas mal l'espace de la façade avant. C'est-à-dire que moi je pensais vraiment qu'il y allait avoir quasiment pas de bord. C'est-à-dire que que le bord là ça allait être un truc minime et qu'il y aurait même pas de bord sur les côtés et puis qu'il y aurait même pas de bord en bas. Je pensais qu'il allait pas avoir de bord en bas de base. Franchement j'étais trop chaud. Genre ça aurait été trop nice, ça aurait été trop beau. Genre juste un petit bord en haut pour l'appareil photo front face, le speakers et puis un ou deux capteurs, et en bas pas de bord. Ça aurait été trop fou. Ça aurait été la folie. La folie. Bref, c'est pas le cas. Il y a une caméra à l'arrière qui fait 13 millions de pixels, avec un grand angle, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc caméra grand angle, plutôt un très bon point sur les smartphones, qui est à peu près l'angle de vision d'une GoPro. 125 degrés. Il y a une batterie de 3300 mAh. Il y a des disponibilités en 32 et 64 Go pour le stockage. Et pour l'instant, il y a juste le modèle de 32 Go qui va être disponible aux USA. Et vous pouvez étendre le stockage à 256 Go avec une carte micro SD, ou alors ça accepte aussi le dual SIM. En fait, vous avez deux emplacements, vous pouvez mettre deux SIM, ou alors une micro SD et une SIM. Voilà. Il cache chez Boobs, dédossez-le. T'es fou Marco, et comment tu le tiens ton tel? Mais tu le tiens avec l'écran, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bord. Regardez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bord que t'as pas une épaisseur et puis que tu peux pas tenir ton écran comme ça. C'est juste que tu le tiens. Mais le tour de l'écran, c'est le tour de ton téléphone, c'est quand même ton écran. Je veux dire, le Samsung, les Edge de ces Samsung, les bords sont incurvés, il y a des écrans sur le côté. Genre, l'écran, il recouvre un petit bout du côté. T'arrives quand même à tenir ton téléphone. Genre, il est où le problème? Voilà.
Voilà, voilà, mais on peut pas téléphoner avec. Bah oui, mais vous demandez des choses aussi. Depuis quand vous téléphonez avec votre téléphone maintenant? Dites-le moi, hein? Dites-le moi. Alors, apparemment, on n'a pas le prix par contre. On n'a pas encore le prix. On n'a pas encore le prix. Mais voilà. Un écran de 5,7 pouces avec un téléphone qui est plus petit que le LG G5 actuel, qui est un petit peu plus compact, mais du coup, comme l'écran couvre plus de surface, l'écran est un petit peu plus grand. Il prend 80% de la surface comme ça. Normalement, au vu de cette image, je suppose qu'il sera certifié waterproof, donc IP65, IP66. Voilà, voilà. Donc un petit téléphone à surveiller. Non, je ne suis pas rentré en France. Il est IP68. Je sais pas si tu l'as vu. Non, justement, c'est ça que je me demandais. C'était IP combien en fait? Je voyais qu'il est IP, mais IP61, IP67, IP68. Ah, IP68. Marqué ici. Blablabla. Résistant à l'eau et à la poussière. On va passer au Galaxy S8. Donc il y a des petites photos qui ont montré un petit peu la gueule du téléphone pour le S8 et le S8 Plus, parce qu'il va y avoir deux versions du Galaxy S8, le S8 standard et le S8 Plus. Et hop hop hop, voilà une photo qui montre la surface que va couvrir l'écran. C'est-à-dire que voilà, l'écran vient jusque sur les bords. Putain de bordel de merde. Et ils arrivent quand même à tenir ton écran. Voilà. Bordel. Peu de chier, hein? C'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc apparemment, ça va avoir un écran 5.8 pouces en QHD Super AMOLED. Comme d'habitude, les écrans Samsung sont généralement au top. Super AMOLED, etc. Du QHD, donc on a 1440p. Et le S8 Plus va avoir à peu près les mêmes spécifications que le S8 d'un point de vue interne, c'est-à-dire même pros, même quantité de RAM, grosso modo je pense. Peut-être un peu plus de RAM en plus. Même stockage, mais il aura un display, donc un écran de 6.2 pouces comparé au 5.8. Et les téléphones, le S8 et le S8 Plus devraient sortir le 21 avril 2017 donc. Bon, il y a la conférence Samsung qui se passe très très bientôt, voire qui est en train de se passer, donc on aura plus d'infos sur ce S8 et S8 Plus la semaine prochaine, même demain quoi, en grosso modo. Alors, ensuite, on va parler d'un autre téléphone. Une marque qu'on croyait éteinte depuis des années, non peut-être pas des années, mais une marque qui a failli faire faillite, qui a été rachetée, qui a été sauvée, etc., qui a abandonné le marché du téléphone, qui a dit qu'elle allait abandonner le marché du téléphone, etc., etc. Je parle bien de BlackBerry. BlackBerry essaye de revenir sur le marché du téléphone, ils ont changé un petit peu leur modèle, ils ont changé leur façon de faire, et ils nous ont présenté le Key One, avec à la fois un clavier physique, comme vous pouvez le voir ici, et un grand écran tactile qui couvre pas mal de la surface aussi du téléphone. Il y a pas beaucoup de, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bords à côté de cet écran. Un petit clavier physique propre au BlackBerry. Alors BlackBerry c'est hyper gay. Je sais pas si t'as déjà eu un BlackBerry, mais je pense que de l'époque où j'ai eu un BlackBerry, un Bold 9000, je pense que c'est un des meilleurs téléphones que j'ai jamais eu. Je pense. C'était un des plus agréables à utiliser en termes d'écriture, de messages, etc. En termes d'application, de divertissement et tout, ok, ils étaient à la ramasse. Mais c'était un des téléphones les plus agréables. Et au niveau de l'OS, c'était aussi très très cool. Il était très très bien fait, il était assez intuitif, etc. Bref. Donc le Key One qui va reposer sur une version d'Android. Donc c'est là qu'ils ont changé. C'est qu'ils se basent plus sur leur OS. Donc avant BlackBerry il y avait un OS qui était BlackBerry OS. Maintenant ils vont se reposer sur des systèmes d'exploitation Android. Donc ils vont customiser le système d'exploitation Android pour le remettre à leur sauce. Mais ça va se baser là-dessus. Donc apparemment ils vont prendre apparemment un processeur Cortex A53. L'écran fait 4.5 pouces. Il y a une caméra à l'arrière de 12 mégapixels fournie par Sony. L'écran fait 1620 par 1080p.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La batterie fait 3500 mAh, ce qui est assez gros. Il dispose de la fonctionnalité Quick Charge 3.0, donc ce qui fait que vous pouvez avoir 50% de batterie, donc passer de 0 à 50% de votre batterie en 36 minutes. C'est un peu comme ce que fait OnePlus avec son Dash Charge, où vous pouvez avoir votre téléphone chargé à 100% en 1h15, grosso modo. Au niveau des prix, c'était 499 livres, ce qui faisait 550 $ et 570 €, quelque chose comme ça. Là où il y a un truc qui est génial que j'ai lu sur ce téléphone, c'est qu'il dispose, donc il est basé sur Android, mais ils ont rajouté des applications en surcouche pour garantir la sécurité et l'anonymat de certaines de vos informations. C'est-à-dire que BlackBerry a toujours été connu pour être une entreprise au niveau de ses téléphones qui faisait les téléphones les plus sécurisés au monde. C'est pour ça que tous les présidents américains utilisaient des BlackBerry, etc. Parce que ils avaient des applications et des façons de faire pour... Vous pouviez encrypter votre téléphone de A à Z. Toutes vos données étaient cryptées sur votre téléphone. Vos messages étaient cryptés, vos mails étaient cryptés. Vous pouviez définir... Enfin, pour les entreprises, c'était vraiment génial. C'est-à-dire que vous pouvez définir des serveurs d'entreprise, rentrer des serveurs d'entreprise, y avoir accès seulement avec votre téléphone, que les données soient cryptées. Enfin bref. Genre, niveau sécurité et anonymat, BlackBerry, d'un point de vue téléphone, était genre au top. Genre, il n'y a aucun autre téléphone qui peut faire ce que BlackBerry fait d'un point de vue sécurité. Et je peux vous dire que pour certaines entreprises, c'est extrêmement important d'assurer une grosse confidentialité au niveau des informations qui circulent parmi les employés. Et parfois, les téléphones sont vraiment pas suffisamment sécuritaires et tu peux te faire voler des informations qui sont importantes pour ta boîte, etc. via ton téléphone. Donc voilà, et donc là, du coup, même s'ils passent sur Android, ils ont quand même rajouté en surcouche des applications qui vont s'assurer de ça. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Il y a des gens qui sont là, ouais, BlackBerry c'est pour les traders, ce qui en soi est pas faux. C'est surtout pour les grosses boîtes. C'est quoi le mieux, Minus ou Cortex? Gros dessin animé, Minus et Cortex. Mais qui va acheter cette merde, Monsieur Champignon? Eh ben sache que cette merde est quand même un téléphone qui, à mon avis, a beaucoup de points forts et qui, à mon avis, aura très peu de défauts. C'est-à-dire que ça sera peut-être pas le téléphone de tes rêves, peut-être pas le téléphone que tu voudras, etc. Mais contrairement à d'autres téléphones qui sortent sur le marché, qui ont des points forts et des défauts, à mon avis, BlackBerry réussit à faire des téléphones qui sont très attractifs et qui présentent très peu de défauts, même si c'est pas les meilleurs téléphones au monde. C'est ça que je veux dire. Bref, on va assez parler de téléphone. On va passer sur du jeu vidéo avec la sortie de Mass Effect Andromeda qui est pour très bientôt, très prochainement. Et on a maintenant les requis, les spécifications requises pour pouvoir jouer tranquillement à ce nouveau Mass Effect. Donc on a les spécifications minimum et recommandées qui ont été dévoilées. Bon, il faut savoir que Mass Effect, je me suis pas vraiment intéressé à ce dernier opus, à Andromeda. J'ai jamais vraiment tant accroché à la série des Mass Effect. Oui, je sais, honte à moi, shame on me. Voilà. J'étais plutôt sur The Witcher, etc. ou Skyrim, Oblivion. Mais Mass Effect, j'ai jamais réellement accroché, mais Andromeda a l'air quand même d'être un jeu avec un énorme potentiel et un jeu qui est très attendu. Il faut savoir que c'est pas parce que moi j'ai pas accroché à Mass Effect que je ne reconnais pas le chef-d'œuvre qu'est ce jeu. Alors attends. Le défaut c'est qu'il est moche. Ah, le BlackBerry, personnellement moi je l'aime bien. Genre tu vois, ça c'est totalement subjectif, c'est que moi le BlackBerry là comme il est, avec le clavier, je trouve que ça rajoute un petit style, genre un petit peu rétro qu'il y avait sur les anciens BlackBerry. Mais t'as quand même la nouveauté, écran tactile, etc. avec un grand écran. Bref. Donc, au niveau des specs pour Mass Effect Andromeda, Intel Core i5, donc i5 3570 ou AMD FX 6350, 8 Go de RAM. Et au niveau des cartes graphiques, GTX 660 ou Radeon 7850. Ça prend beaucoup d'espace disque, mais ça on s'en fout, 55 Go c'est pas bien grave. Mais donc au niveau des specs minimum, vous pouvez jouer avec des PC qui sont quand même assez vieux. C'est-à-dire que FX 6300, c'est un processeur qui vaut 130 €, même pas, 120 je pense. Le i5 3570 date d'il y a 4-5 ans.
La 660 vaut plus grand chose, la 7850 non plus. C'est quand même des vieilles cartes. Donc au niveau des specs minimum, c'est assez raisonnable. Au niveau des specs recommandés, là on commence un petit peu plus à taper dans le gras du jambon. i7 4790 et FX 8350. Donc là on tape plus dans le haut de gamme. Là on est en recommandé en fait. Ce qu'on voit c'est qu'il va falloir vraiment un très bon PC pour le faire tourner au max je pense. Pour le faire tourner dans une excellente qualité, il va falloir soit un i7, soit les nouveaux processeurs Ryzen. Peut-être les nouveaux vont forcément le faire tourner, mais soit un FX avec le haut de gamme des FX, donc 8370, 8350, ou alors les Ryzen. My bad. Il va falloir 16 Go de RAM, donc c'est là qu'on commence à voir un petit peu la demande en RAM augmenter au cours de cette année 2017. Je prédis que d'ici fin 2017, la moitié, voire la moitié des jeux qui vont sortir, ou les 3/4 des AAA qui vont sortir, vont demander 16 Go de RAM. Donc d'ici fin 2017. Et au niveau des cartes graphiques, c'est pareil. Ça commence à demander un petit peu des bonnes cartes. Donc 1063 Go ou RX 480 4 Go. Donc sachez que ça tournera très bien sur des 960, ça tournera très bien sur des 970, ça tournera sur des RX 470 également, etc. etc. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Bon, ok, ceux qui veulent aller sur la conf Samsung, vous pouvez y aller également. Donc voilà, on verra après, parce que souvent les spécifications ne concordent pas forcément tout à fait avec ce qui se passe réellement en jeu. Il y a quelques petits ajustements qui peuvent être faits, etc. etc. Ensuite, autre jeu, nouveau Batman Arkham Game, qui va se passer après Arkham Origin. Il y aura une autre Batmobile, enfin il y aura toujours la Batmobile. Il y aura le système de combat sera un petit peu étendu et il y aura d'autres choses, etc. Donc, grosso modo, c'est une petite interview, etc. D'un mec. Donc, le jeu serait appelé Batman Arkham Insurgency pour Insurgence. Et il prendra place 3 ans après les événements qui se sont passés dans Batman Arkham Origin. C'est construit sur le même moteur que Arkham Knight. Et qui est utilisé depuis 2014, grosso modo. Il y aura Batman et Dick Grayson Dick Grayson, donc en personnage jouable, il y aura soit Batman, soit Robin. Et Robin qui sera le Robin de Dick Grayson. Il y aura une nouvelle zone inexplorée qui sera la région portuaire de Gotham, qui sera à peu près de la même taille que les 3 îles de Arkham Knight, grosso modo. Il y aura toujours la Batcave et le manoir Wayne, etc. Il y aura apparemment un mode en dual play. Il y aura toujours la Batmobile qui aura été changée. Il y aura plus de Battle Mode, mais les contrôles ont été modifiés afin de compenser ça. Tac. Bon. Ils auront toujours gardé le système de combat en l'améliorant un petit peu, avec un peu plus de rythme, etc. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Au niveau des méchants du jeu, Maxi Zeus, le Dollmaker, Killer Moth, Anarchy, Double Face, Blockbuster, Ventriloque et Cornelius Strix. Et également Dazan Al Ghul, Mad Monk, et le Joker. Et il y aura le Joker, effectivement. Ensuite, autre jeu, totalement différent. Tom Clancy's Ghost Recon Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Donc ceux qui n'ont pas joué à la bêta ouverte, je pense qu'elle est encore disponible à l'heure actuelle. Je pense qu'elle était disponible pour tout ce week-end, la bêta ouverte, sur Uplay. Moi j'avais testé la bêta fermée, j'ai pas rejoué aujourd'hui à la bêta ouverte. Il faut savoir que le jeu tourne plutôt bien, quand même, il tourne plutôt pas mal, mais il est assez demandeur. Donc il y a des gens qui ont fait des petits benchmarks, histoire de voir un petit peu les différences au niveau des spécifications requises et de la qualité graphique entre le haut, low, high et ultra. Donc au niveau des benchmarks, il faut savoir que en high, en 1080p, pour que ça tourne très bien, il faut au minimum
une RX 470 comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'en dessous, une 1050 ça va tourner à 36 fps, c'est moyen. RX 460, 30 fps, c'est moyen aussi. Non, pour que ça devienne vraiment agréable à jouer, je pense qu'il faut partir sur les 480, GTX 1060, GTX 1070 ou 1080. Pour jouer en 1080p, je pense que là, il faut clairement plus qu'une 1060. Il faut une 1070. Pour jouer en 1440p, my bad, 1440p, je pense qu'il faut soit une 1060, soit une voire même, je dirais 1070 et 1080. Et pour jouer en 4K, bah là forcément je pense qu'il faut juste une 1080 parce que 41 fps en 1080, c'est pas trop, Je veux dire ça va être jouable, mais pas plus. Et au niveau des comparaisons graphiques pour la qualité, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là on est en low, donc en basse qualité. On voit qu'il n'y a pas trop de détails, la végétation est assez clairsemée, etc. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets de lumière. Donc ça c'est le benchmark qu'ils ont runné, c'est le gaming benchmark qui est en jeu. Donc vous voyez que quand même, il y a beaucoup de végétation, mais il y a pas mal de clipping, les arbres s'affichent, la distance d'affichage des arbres et de la végétation est assez réduite, comme vous voyez les trucs pop au fur et à mesure, etc. etc. Le jeu est quand même beau, ça reste beau, même en basse qualité ça reste beau. Même en basse qualité, ça reste beau. On va voir un petit peu la différence avec du high. Comme vous voyez, là en high, vous voyez qu'on a... On va finir sur le low. Vous allez voir qu'en high, on a quand même beaucoup plus de détails. Là, la maison du début, je sais pas si vous vous rappelez, regardez cette maison là. Regardez ça là. Regardez. Les textures changent légèrement. Le modèle un petit peu, mais là où c'est vraiment frappant, c'est au niveau des ombres et de la qualité de la lumière, etc. Et au niveau du feuillage qu'il y a devant, de l'herbe qui est juste là et tout, etc. C'est là que c'est frappant, il y a beaucoup plus de détails et de contenu en haute qualité. Comme vous pouvez le voir. Bon, bien sûr, hein, c'est fait exprès. Plus d'ombre et tout, bref. Vous allez voir, quand on va passer au-dessus, les distances d'affichage seront plus élevées. Il y aura plus de jeux de lumière, il y aura du lens flare, il y aura des choses comme ça. Même si on a encore légèrement un petit peu de clipping au niveau des arbres, on a quand même une bien meilleure distance d'affichage. Voilà. Au niveau des ombres aussi, ça va être beaucoup plus... les effets de particules qui sont plus prenants, qui sont plus réalistes, qui sont plus détaillés comme là, plus de fumée, plus de petites particules, etc. Voilà. Si vous voulez comparer ça avec le low, regardez là, c'est quand même un peu moins bien. Bon, on va arrêter de parler de jeux vidéo. On va arrêter. C'était Ghost Recon Wildlands pour ceux qui demandent. Et maintenant on va parler de Ryzen. On retourne aux bases, on parle à nouveau de Ryzen AMD. Donc, on a les fréquences d'overclocking pour les processeurs Ryzen à 8, 6 et 4 cœurs qui ont été révélés. C'est-à-dire que je sais pas si vous le savez, mais il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent avec Ryzen ou même avec les cartes mères, etc. de chez Intel, de auto-overclocking, qui sont des fonctionnalités pour auto-overclocker votre processeur. C'est-à-dire que vous appuyez sur un petit bouton sur votre carte mère, et puis elle va changer ses settings du BIOS pour essayer d'overclocker votre processeur tout en gardant un voltage raisonnable et des températures aussi raisonnables. Donc il faut savoir que par exemple, sur les cartes mères MSI, avec le Game Boost feature, qui va s'appeler le Game Boost Knob, donc c'est la roulette de Game Boost, en gros c'est ça. Vous allez avoir un espèce de petit bouton comme ça, gradué de 0 à 11, avec le Instant OC, et la valeur de l'OC que vous voulez. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, ça overclock instantanément votre processeur, et ensuite avec la petite roulette, vous réglez à quelle valeur vous voulez l'overclocker, grosso modo. Désolé, j'ai mal à la gorge, du coup je tousse un peu. Et certains me disaient que j'avais pas montré le jeu en ultra. Est-ce que je vais pouvoir le remontrer en ultra? Alors attendez, hop, on va regarder ça. Le jeu en ultra, donc là il y avait le high. Et le ultra... Ah, le ultra est là. Donc le ultra c'est encore plus détaillé. Donc attendez, on va prendre des images un petit peu à la fin. Donc comme vous voyez, hop, une petite comparaison.
low, high, ultra. C'est un petit peu dur à voir, je le sais, sur un petit écran comme ça. C'est pas le plus facile. Mais souvent, on peut voir qu'au niveau des ombres, c'est beaucoup plus travaillé, plus on se rapproche de l'ultra, au niveau des lumières, etc. Au niveau des détails, et tout et tout. Vous allez voir les explosions qui vont pas du tout être pareilles, je pense. Enfin, qui vont avoir des légères différences. Hop là, voilà. Bref, donc bon, on repasse sur Ryzen. Donc je disais, le bouton d'overclocking instantané. Voilà, voilà. N'oublie pas que c'est un open world et tout, etc., etc. Pour le prix du jeu, c'est pas une claque. Bof, je trouve le jeu pas si beau. Ouais, n'oublie pas que c'est un open world. Donc, le petit bouton d'overclocking instantané. Donc vous pouvez régler votre valeur d'overclocking, ensuite appuyer sur le bouton, etc. Donc ce qu'il faut faire, vous mettez le Game Boost, vous réglez le Game Boost knob en mode hardware dans le setup BIOS, vous éteignez votre PC, vous mettez la petite roulette sur la valeur que vous voulez, et pouf, vous allumez votre PC, et ça va automatiquement overclocker votre pros. Et donc là, on a les fréquences d'overclocking avec AMD Ryzen. Si vous mettez à 0, donc si vous overclockez pas, vous êtes à 3, par exemple, si vous êtes à 3.6, 3.3, 3.2. Si vous mettez à 1, vous passez à 4.1, 4, 3.9. Donc déjà, juste passer à 1, vous gagnez pas mal. Genre là, vous gagnez 700 MHz, là aussi, et là, un petit peu moins, 500. Et ensuite, ça va être par incrément de 5. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est l'overclocking de base, ça va être le maximum. Genre en gros, ils vont vous amener très haut, au maximum qu'ils peuvent, et ensuite ils vont vous faire des petits incréments de 50 MHz par 50 MHz. Il y a autant de différence entre le niveau 0 et 1 qu'entre le niveau 1 et 11. Voire même plus de différence entre le niveau 0 et 1 qu'entre le niveau 1 et 11. Mais c'est une fonctionnalité qui est quand même assez drôle. C'est genre que vous tournez votre truc, puis ça overclock tout seul. Vous passez de 3.6 à 4.4 maximum, ou de 3.3 à 4.3, ou de 3.2 à 4.2. Donc vous gagnez à chaque fois quasiment 1 GHz, sauf dans le cas du processeur à 8 cœurs où on gagne que 800 MHz au maximum. Donc pour Ryzen, c'est quand même vraiment pas dégueu pour un overclocking automatique, si on peut appeler ça comme ça. On a également la même fonctionnalité sur les processeurs Intel, hein, vous en faites pas. Ensuite, on va parler encore un petit peu benchmark. benchmark du Ryzen 7 1800X, 1700X et 1700. Donc, les benchmarks sur Cinebench R15 en multicœur et les benchmarks sur Cinebench R15 et là c'est R11.5, toujours en multicœur. Sur Geekbench 3 en multicœur. Et après on a les mêmes en je pense en monocore. Là je pense qu'ils se sont trempés, je pense que c'est du monocore. Ils ont mis multithread mais c'est du monocore. Et également ici aussi. Donc voyons comment se placent ces processeurs. Donc comme on l'avait vu lors de la conférence AMD, de la révélation des trucs, etc. Et avec toutes les vidéos qui sont sorties des gens qui pouvaient un petit peu tester les processeurs AMD Ryzen. Les Ryzen 7 1800X viennent se placer vraiment très très proches des autres processeurs Intel du haut de gamme Intel, à savoir le 1900K, le 1950X et les 1800K et 1700K. Donc même le Ryzen 1700 qui a un TDP de 65 watts et un MSRP de $329 est bien au-dessus du 7700K de chez Intel, qui lui a un TDP plus haut et coûte $20 de plus ou $10 de plus. Lui il vient quasiment se placer à la hauteur du 6900K. Bon, celui qui vient vraiment se placer à la hauteur du 6900K, c'est le 1700X. 95 watts de TDP, 2 fois moins cher. $400 contre $1050. Vous voyez? Et pourtant, Cinebench, on est au même score quasiment. Quasiment. Et c'est pareil sur les anciennes versions de Cinebench. Et sur Geekbench, on est même devant. Sur Geekbench qui teste plus de choses que juste la simple puissance du pros, on est devant. On est devant sur le 1700X et le 1800X.
Ce qui est vraiment très très impressionnant. Et en single core, donc en performance simple cœur, donc cœur juste pas multicœur, juste cœur unique, on retrouve la même tendance. Le 1700X est devant le 6900K, un processeur qui coûte 2 fois plus cher. Et le 1700 tire la bourre et est à performance égale avec le 6800K. Et ça, quel que soit le test utilisé, que ce soit Cinebench ou Geekbench, comme vous pouvez le voir. Donc grosso modo, moi je pense que AMD nous a pas menti. Il y a des gens qui ont dit, qui ont vu des news et qui ont lu comme quoi, oui, mais les systèmes sur lesquels tournaient les processeurs AMD utilisaient que 2 barrettes de RAM de 16 Go, alors que c'était des plateformes x99 et du coup qui supportent le quad channel. Donc il faut savoir que les plateformes x99 de chez Intel, sur lesquelles sont le 6800K, 6900K et 6950X, sont des chipsets qui ont la compatibilité avec le quad channel. Donc elles tirent profit au niveau de la RAM, vous pouvez mettre jusqu'à 4 barrettes de RAM qui vont fonctionner en quad channel. Donc c'est comme le dual channel qu'il y a sur les chipsets Z170 ou Z270, sauf que là c'est avec 4 barrettes de RAM. Et AMD avait mis seulement 2 barrettes de 16 Go sur ces systèmes-là. Le truc, c'est que la différence entre le dual channel et le quad channel influe très très légèrement les performances. Vraiment très légèrement. Et ils s'étaient dit qu'ils allaient mettre seulement 2 barrettes, histoire de faire jeu égal avec les AMD Ryzen, parce que Ryzen supportait pas le quad channel, mais seulement le dual channel. Donc ils se sont dit, on va faire pareil, on va mettre le même nombre de barrettes de RAM sur les systèmes Intel et sur les systèmes AMD, sachant qu'en plus les systèmes Intel avaient 32 Go de RAM, alors que les systèmes AMD en avaient 16 Go. Donc ils se sont dit, on va même faire le max qu'on peut sur les systèmes Intel, histoire que les gens puissent pas dire « Oh, vous avez bridé les CPU Intel, c'est pour ça que les bench sont aussi favorables aux CPU Ryzen. » Et même s'ils ont essayé de faire ça, il y a toujours des gens qui ont été là « c'est du quad channel et vous avez mis du dual channel. » Bon, sauf que dans la pratique, ça n'aurait quasiment rien changé d'un point de vue performance. Donc, autre chose, parce que les gens sont là, est-ce qu'il y a des benchmarks en jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des real life bench, des benchmarks sur des jeux, sur GTA, sur autre chose, etc. Eh bien, il y a des premiers benchmarks qui ont été faits sur GTA V et qui ont comparé le R7 1700 au i7 7700K. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Donc en gros, le setup de test, 1000 watts d'Alim, de la vengeance de chez Corsair à 3000 MHz, une GTX 1080 et un i7 7700K ou un Ryzen 7 1700. Et là où c'est très très cool, c'est ici, GTA 5, max settings en 1080p. Il faut savoir que ça c'est le max. FPS max, FPS min, FPS average. Comme vous pouvez le voir, le i7 7700K en stock, donc valeur stock c'est fréquence d'origine, a des FPS, apporte des images par seconde maximum plus élevées que le Ryzen 7 1700. C'est-à-dire qu'au maximum, avec un i7, ils sont montés à 1070 FPS. Avec le R7 1700, ils sont montés à 132 FPS seulement au maximum. Sauf que ça veut rien dire. Ça se trouve c'était 1 seconde. Ça se trouve c'était 2 secondes où ils ont atteint les 1700 FPS. Ce qui est vraiment important, bien évidemment, c'est la moyenne. À combien d'FPS en moyenne ils étaient sur 5 minutes? Eh bien là, grosso modo, à 3-4 FPS près, les valeurs sont totalement similaires. C'est-à-dire que le R7 1700 est aux mêmes performances qu'un i7 7700K avec ses fréquences d'origine. Voilà. Quasiment pareil. 85 FPS contre 89 FPS. Puis le i7 7700K est à 88 FPS en moyenne, mais comme il a été overclocké à 5 GHz, la version overclockée à 5 GHz arrive à 195 FPS au maximum. Ce qui veut dire que si on a la même moyenne,
Mais qu'on monte plus haut, c'est aussi qu'il y a... Enfin, typiquement, on est descendu plus bas aussi plus souvent. Voilà, voilà. Donc sachant que le Ryzen coûte moins cher que celui-là et consomme moins. Et pourra aussi être overclocké pour potentiellement gratter quelques FPS. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et les gens sont là, après comparer 4 cœurs contre un 8 cœurs. Oui, peut-être. Mais il faut savoir que je pense que GTA V n'utilise pas les 8 cœurs. Il y a peu de jeux qui vont utiliser les 8 cœurs. Je pense que tu lances GTA V sur un i7, il y a 4 cœurs physiques, 8 cœurs logiques. Je pense que les 8 cœurs logiques tournent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que il y a 3 cœurs qui vont être super utilisés et ensuite genre les autres vont quasiment pas être utilisés. Voilà. Et ben c'est pareil avec Ryzen, il y a les 8 cœurs, etc. Il y en a qui vont être vachement utilisés, et puis de toute façon au bout de 3-4 cœurs, le 5ème cœur va quasiment plus être utilisé. De toute façon pour les jeux, au-delà de 4 cœurs, c'est très peu optimisé. Voilà. Donc. Mais c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Il y a d'autres benchmarks. D'autres benchmarks en jeu. Et là on parle du benchmark de Sniper Elite 4. Donc ce jeu là, en 4K cette fois-ci, et ils ont testé un 6900K face au R7 1800X. Donc là ils sont montés d'un cran. Ils n'ont pas comparé le R7 1700, ils ont comparé le R7 1800X face au 6900K. Donc sachant que le 6900K est toujours beaucoup plus cher que le R7 1800X. Et donc à gauche, les résultats du Intel, à droite les résultats du Ryzen. Et grosso modo, on a des framerates légèrement plus hauts, d'environ 12% en moyenne avec le GPU de chez AMD. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout. Puis là, le mec qui me disait, ouais, mais tout à l'heure tu comparais un 4 cœurs face à un 8 cœurs. Bah là, AMD est un 8 cœurs. Et je compare à un Intel qui, lui, a 10 cœurs. Voilà, donc voilà, ça va dans les deux sens. Hein. Qu'on le regarde dans un sens ou dans l'autre, bah là, AMD est meilleur. Alors que le processeur qui est testé n'a que 8 cœurs, et le processeur de chez Intel a... ah non, celui-là, non. Oh, my bad. Le 6900, je crois qu'il a que 8 cœurs aussi. Je crois qu'il a 8 cœurs. My bad. Excusez-moi, je vais aller checker ça tout de suite. Alors, tac. Ah, 8 cœurs. Donc là ici, my bad. Désolé. On compare du coup des pommes avec des pommes, puisque le R7 1800X a 8 cœurs et que le 6900K a également 8 cœurs. Donc là, on compare vraiment deux trucs qui sont similaires en termes de cœur physique et cœur logique. Et celui d'AMD performe mieux en coûtant moins cher et en consommant moins, sachant qu'on est en 4K. Avec, au niveau des cartes graphiques, on a deux RX 480. Voilà. Bon, suite à ça, hein, faut pas être con pour comprendre que Intel a quand même un petit peu de soucis à se faire. Et je pense qu'ils l'ont compris aussi. C'est pour ça que depuis l'annonce de Ryzen et leur très très proche sortie, qui est le 2 mars, Intel commence à descendre ses prix. Je vous l'ai dit la semaine dernière que ça se passerait comme ça. Je vous l'ai dit, Intel va forcément descendre ses prix. Je disais, Intel a pas trop de raisons de s'en faire à condition qu'ils descendent leur prix. Ouais, il faut comparer à fréquence égale, etc. Je pense que le pros de Intel a une fréquence plus élevée que celui d'AMD. Je peux vérifier ça, mais je pense que celui d'Intel avait une fréquence plus élevée. Parce que de base, les pros Ryzen là ont souvent des fréquences plus basses que ceux d'Intel. Genre ils tournent aux alentours des 3.6, 3.7, alors que Intel de base souvent est à 3.8, 4 GHz. Bref, Intel est obligé de descendre ses prix. Et c'est ce qu'on voit depuis 2-3 jours. Grosso modo, les prix descendent d'environ 15 à 30%. On a les nouveaux prix actualisés des différents processeurs Intel. Donc, le 6900 descend de $200. Le 7700K descend de $80. Donc,
des baisses de 21%, les prix baissent de 35%, 15%, 26%, 33%, 36%. Donc on a vraiment des baisses de prix partout. Donc le grosso modo, le 7700K pourrait apparaître à 339 euros par exemple, alors qu'il était, je crois, à 380 ou quelque chose comme ça, voire même un peu plus, genre 400 euros. Donc là, Intel est obligé de descendre ses prix, c'est obligatoire. Ils n'ont pas le choix et c'est ce qu'ils font, et tant mieux. Voilà. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà un début. Ils vont peut-être continuer à descendre quand ils vont se rendre compte que s'ils descendent pas plus, AMD va leur bouffer des parts de marché. C'est-à-dire que là, ils descendent, mais Ryzen n'est pas encore sorti. Une fois que Ryzen va être sorti, si les gens commencent à acheter de plus en plus de Ryzen et de moins en moins d'Intel, ils vont se dire, bah merde, faut encore qu'on descende. Voilà. Alors. Bref, la concurrence, ça a forcément du bon. Et en attendant, on va parler de Nvidia. Donc vous avez forcément potentiellement vu cette petite vidéo, ce petit teaser qui laissait entendre que Nvidia allait annoncer le 28 février, lors de sa conférence, la nouvelle GTX 1080 Ti. Donc, il y avait un espèce de compteur, etc. Il y avait également une petite vidéo qui disait It's almost time, puis le time disparaissait, sauf que il disparaissait pas en entier, c'est-à-dire que le ME, la fin du mot disparaissait avant, et il restait le TI pendant une demi-seconde à l'écran, avant que lui, le TI disparaisse. Donc ça voulait clairement dire annonce de la 1080 Ti. Donc, on attend la 1080 Ti pour le 28 février, et apparemment, il y aurait également une GTX 1060 Ti qui pourrait aussi être annoncée. Rappelez-vous, c'était arrivé avec la GTX 660. Ils avaient sorti la GTX 660, la GTX 680, et ensuite ils avaient sorti la GTX 680 Ti et la GTX 660 Ti, qui était une version plus puissante que la GTX 660. Donc, comme la GTX 1080 Ti serait une variante du GP 102, je crois que c'est 102 ou 101, quelque chose comme ça. GP c'est pas noté. Bah la GTX 1060 Ti serait une variante du GP 104. Donc habituellement la GTX 1060 est basée sur le chipset GP 106. Donc le chipset en dessous. C'est-à-dire que 1060 GP 106, 1070 GP 104, 1080 je crois que c'est GP 104 également. Là, la 1060 Ti serait basée sur une variante du GP 104, donc le même qui est utilisé pour la 1070, et la 1080 Ti serait basée sur le GP 102, le même qui est utilisé pour la carte Tesla P, donc la carte Pascal, la carte très haut de gamme pour les professionnels, etc. Donc grosso modo, il faudrait s'attendre à une 1060 Ti si elle sort, si elle est annoncée, avec des performances un peu en dessous de la 1070, mais quand même pas mal au-dessus de la 1060. Voilà. Donc, les spécifications auxquelles on s'attend, ça sera... en fait, il n'y a rien qui est connu. Je m'attendais à ce que le tableau soit un petit peu près rempli, mais en fait non. On sait juste que c'est gravé en 16 nanomètres. Voilà. Mais ça sera grosso modo entre la Titan X Pascal et la 1080. Donc on aura certainement 10 Go ou 12 Go de GDDR5X, un petit peu moins de transistors, et potentiellement la même interface mémoire, certainement moins de cul d'accord que la Titan X, quoi qu'on peut avoir autant de cul d'accord que la Titan X, ça va être à voir. Donc rendez-vous le 28 février, annonce de la 1080 Ti, et potentiellement annonce d'une 1060 Ti. Voilà. Il y en a qui spéculent. Le mec qui a écrit l'article là, sur WCCF Tech, spécule que les spécifications de la 1080 Ti se rapprocheront des spécifications de la carte Quadro P6000,
qui est en gros une variante du GP102 avec un TDP de 250 watts et puis 25 Go de GDDR5X parce que c'est fait pour du calcul professionnel, etc. etc. C'est fait pour du calcul, grosso modo. Du calcul aidé par GPU. Donc assisté par GPU. C'est pas fait pour du jeu. Et il se dit que les spécifications de la 1080 Ti se rapprocheraient de celles de la Quadro P6000, mais orientées et optimisées pour le jeu AAA. Donc il y aurait des petites variantes, mais ça serait des spécifications qui se ressembleraient. Voilà. Bon, et à côté de ça, bien évidemment, on va parler encore d'AMD, hein, parce que là, cette fois-ci, AMD réagit pour les cartes graphiques avec Vega. Vega et les benchmarks de la RX 580 sur Edges of the Singularity. Et encore une fois, avec des benchmarks qui sont très prometteurs et avec des benchmarks en crossfire. On avait déjà eu ça avec la RX 480 sur Edges of the Singularity, parce que c'est un jeu qui favorise généralement les cartes AMD. Donc ils ont remis le paquet avec la nouvelle RX 580 qui est basée sur la nouvelle architecture Vega. On suppose, on suspecte fortement. Donc là, ce que vous pouvez voir, 1080p, RX 580 avec un Intel 5820K. On a un framerate de 72 images par seconde en moyenne. Si on passe sur un Crossfire de RX 580, on passe un framerate de 82 images par seconde en moyenne. Alors, tac 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 tac, et là c'est avec un processeur Ryzen. Donc, ce qui est assez, grosso modo, ce qui est quand même assez élevé. D'un point de vue des scores, j'ai du mal à savoir où ça se passe par rapport à Nvidia, parce qu'on reste en 1080p. Là sur ça, on reste en 1080p en qualité standard. Le Crossfire est très intéressant, parce qu'on est sur de la 4K. C'est en 4K qu'on obtient 82 FPS, et en qualité crazy. Donc la qualité ultra, en 4K, on obtient 82 FPS avec un processeur Ryzen et deux RX 580. Bien évidemment, c'est très impressionnant, très impressionnant, mais ça reste un jeu qui est plutôt opti AMD. Mais quand même, ça reste impressionnant. Donc on va attendre de voir ce que ça donne sur d'autres jeux, on va attendre que la carte soit annoncée officiellement, etc. Et il y a également l'annonce de la RX 560, qui elle en standard, en 1080p, donne 34 FPS, avec toujours le processeur Intel. Donc ça pourrait être, bon, c'est un score assez basique, hein, 34 FPS c'est pas énorme, mais aussi Edges of the Singularity est quand même un jeu qui demande pas mal de ressources pour les cartes qui sont assez peu puissantes. Donc là, je suppose, je sais pas quand est-ce qu'ils vont annoncer ça, mais je suppose que ça va potentiellement aussi arriver peut-être le 28 février. Peut-être. Donc à surveiller les nouvelles RX 560 et 580 qui vont être basées sur l'architecture Vega. Et ça annonce également une RX 590 qui, elle, va révéler le plein potentiel de cette nouvelle architecture Vega. Voilà. Qui, elle, va certainement être plus haut de gamme. On va continuer avec un nouveau ransomware sur Mac. J'ai pris cette news parce que les ransomware, c'est un peu à la mode. Et parce que en plus, tout le monde est là. Oh, mais Mac, il n'y a pas de virus sur Mac, il n'y a rien qui se passe, tout est secure, tout est safe, etc. Non. Mac a aussi ses propres problèmes. Et Mac n'est pas exempt des malwares et des ransomware. Il y a certains virus qui ne peuvent pas être utilisés sur Mac, mais il y a d'autres trucs qui peuvent très bien être utilisés sur Mac, et c'est le cas des malwares, dont les ransomware font partie. Donc, le ransomware de la famille Patcher, qui vise les utilisateurs macOS. Et ce qu'il fait, c'est vraiment bâtard. Ce qu'il fait, c'est qu'il lock vos datas, donc il verrouille vos datas à jamais. Genre à jamais. En gros. C'est tellement drôle. Il arrive sur votre PC, il vous demande une rançon pour décrypter vos datas. Sauf qu'en fait, il peut pas les décrypter parce qu'il les verrouille, il les crypte, et puis il jette la clé
d'encryptage, de chiffrement. Il jette la clé de chiffrage, ce qui fait que après, même si vous payez, il peut pas la déchiffrer. Il peut pas déchiffrer les datas. Donc même si vous payez la rançon, le ransomware peut même pas décrypter vos fichiers parce que il a jeté la clé de cryptage. Il l'a pas envoyé sur un serveur, etc., etc. Puis c'est quasiment impossible d'essayer de décrypter ces données en essayant de trouver la clé de chiffrement par brute force, parce que les clés de chiffrement sont généralement beaucoup trop longues. Et du coup, le seul truc qui reste à faire, c'est backup. Genre, restaurer votre PC et puis c'est tout. Restaurer votre Mac. Donc, ce qu'il disait, c'est que le truc est un peu codé avec les pieds, parce que c'est des chercheurs universitaires, je pense, qui ont découvert ça. Donc, non, des chercheurs, pas universitaires, mais des chercheurs de la boîte i7, ceux qui font les antivirus, qui ont découvert ce ransomware, et ils ont dit, ok, c'est codé avec les pieds, mais c'est quand même un truc qui est très chiant. Voilà. Et qui peut causer quand même pas mal de dégâts. Voilà, le truc que je kiffe, c'est le mec verrouille ton PC, te fait payer une rançon, mais en fait, il t'encule jusqu'au bout, parce que même si tu payes la rançon, il peut pas décrypter tes fichiers, parce que... genre en gros il a acheté la clé de chiffrage. Génial. Ensuite on va passer sur Google qui a dévoilé une vulnérabilité non corrigée dans Microsoft. Donc Google a mis en avant une faille dans Windows. Donc il y a souvent des failles dans Windows, il y en a toujours. Et puis Microsoft essaie de les corriger avec les patchs, etc. Mais apparemment ça c'est une faille qui est connue depuis une année, mais qui n'est toujours pas corrigé, et qui touche le composant GDI32.dll. Donc les failles sont souvent dans les DLL. Souvent. Et apparemment, ça a quand même une grosse importance, parce que quelqu'un peut avoir a la possibilité de compromettre votre système et de compromettre le système de Windows. Donc ils ont reconnu la défaillance, etc. Ils ont essayé de déployer un correctif en juin 2016, mais ça n'a pas été suffisant. Ce que je disais, c'est que donc le déploiement de ce correctif n'a pas été suffisant, donc pour essayer de résoudre le problème, n'a pas été suffisant, et la vulnérabilité serait toujours présente, et elle permettrait l'extraction de certaines données d'une machine à travers les navigateurs web comme Internet Explorer ou d'autres clients. Donc, ce qui est marrant, c'est que Google a repointé du doigt la faille, et Microsoft n'a rien dit. Le problème, c'est que maintenant que cette faille est rendue publique, elle a été rendue publique par Google, ça expose tous les utilisateurs de Microsoft Windows. Et donc ils sont forcés de réagir. C'est-à-dire que c'est un bold move, donc c'est un move assez risqué de la part de Google, parce qu'ils disent « Hey, il y a une faille ». Ils préviennent tout le monde qu'il y a une faille qui est critique. Donc tous les hackers peuvent dire « Ah bah tiens, je savais pas, je vais exploiter cette faille ». Parce que du coup maintenant, tout le monde est, on va dire... Tout le monde est exposé à cette faille, et il y a beaucoup plus de gens qui pourraient l'exploiter parce qu'ils sont au courant. Sauf que du coup, ça oblige Microsoft à réagir assez vite pour protéger leurs utilisateurs, etc., etc. Mais apparemment, le bon côté, c'est que quand même la faille reste très difficile à exploiter, et que du coup, c'est pas à la portée de tout le monde. Et on va parler de la dernière news, qui est un meurtre qui a été commis, meurtre par 11 coups de couteau, entre deux amis, suite au débat AMD versus Nvidia. En gros, c'est une petite histoire qui s'est passée le 20 février, donc le 19 ou le 20 février de cette année. Deux amis en Russie, je pense qu'ils étaient russes, je crois que c'était russe. Donc deux amis sous l'emprise de l'alcool qui se sont disputés au sujet des performances des systèmes de refroidissement des cartes graphiques AMD et Nvidia. Et l'un d'eux s'est fâché et a mis 11 coups de couteau à son pote, qui du coup est décédé. Voilà, donc ça s'est déroulé à Sarensk, une petite ville calme en Russie. Donc en gros, ils ont discuté des prouesses des cartes graphiques professionnelles de Nvidia et AMD, et le débat a rapidement mal tourné puisque l'un d'eux a tué son collègue. Donc c'est monsieur Alexander Trofimov qui a tué à l'aide d'un couteau son ami de longue date, Evgeny Linwin. Donc c'est vraiment un crime, Et donc du coup,
Alexander a tué son ami pour défendre sa position, comme quoi AMD proposerait des solutions plus performantes que celles de Nvidia. Apparemment c'est AMD, je pense que c'est AMD qui a gagné. Je crois. Voilà, c'est une news qui m'a fait beaucoup rire. Bon, c'est assez tragique, hein, j'espère que ça vous arrivera pas. Hein. Emportez-vous pas comme ça sur des débats sur internet, hein. Ça vaut pas le coup, mais quand même. Quand même. Imaginez devant le juge. Oh, l'histoire s'est déroulée il y a 1 an et le procès d'Alexander vient d'avoir lieu, il a été reconnu coupable. Ok, donc ça s'est déroulé il y a 1 an. On en entend parler que maintenant parce que son procès a eu lieu et qu'il a été déclaré coupable. Magnifique, c'est beau l'informatique, on trouve de tout. Bref, donc, c'est la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour toutes les fois où j'ai failli mourir en toussant, etc. Ceux qui regardent en VOD, likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Et comme d'habitude, hein, laissez vos commentaires. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.